ما هذاك صافي انا غادي نبدلو معاه حيد انت هذاك حيد. En plein cœur de la médina de Marrakech, un riad de grand luxe. Il est 10 h du matin. Souad, l'intendante, n'a pas une minute à perdre. Aujourd'hui, elle doit accueillir 12 personnes. Et à 1 000 € la nuit, tout doit être impeccable. Trois familles de la région parisienne ont loué ce riad ensemble pour y passer une semaine de vacances. C'est sympa. Le charme du luxe oriental, associé à un design moderne, c'est l'originalité de ce riad et c'est ce qui en fait son succès. Alors, messieurs, vous voulez voir la salle de massage? La salle de massage, ah, ça oui. Ah, ça oui. Super. Il y a la musique, les bougies, tout pour le repos. Monsieur et madame, c'est ici votre suite. Le riad compte 5 chambres, dont 2 suites comme celle-ci. Toutes sont dotées d'un lit king size, d'une salle de bain de luxe, Bagno. mais surtout d'une télévision à écran plat et de la connexion Internet. Et c'est ici la zen. Les touristes veulent du dépaysement, certes, mais sans renoncer à la technologie moderne. C'est ce qui m'a attiré en fait, le côté zen, le côté moderne, le choix des couleurs, voilà. C'est vrai que c'est surprenant d'arriver dans un riad aussi tendance, aussi joli, parce qu'il est vraiment très joli. Tout est C'est surprenant. design. C'est la découverte dès l'ouverture de la porte. Sur la terrasse panoramique, c'est Marrakech que l'on découvre avec vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas. Mais ce qui justifie le prix de ce riad, c'est le service. Il est digne d'un hôtel 5 étoiles. Cuisinière à demeure qui concocte des plats régionaux, mais aussi une masseuse, un serveur, un jardinier, une femme de ménage et un chauffeur. Une kyrielle d'employés aux petits soins 24 h sur 24. Des vacances de rêve qui leur coûteraient 3 fois plus cher en France. C'est pourquoi Marrakech est devenue l'une des destinations préférées des Français. À moins de 3 heures d'avion de toutes les capitales européennes, le Maroc accueille 8 millions de touristes par an. L'industrie touristique est devenue la principale source de revenus du pays. Mais le roi, Mohamed VI, ne veut pas s'arrêter là. Il compte faire du Maroc le premier pays touristique d'Afrique. Depuis 2 ans, voilà à quoi ressemble le pays. Un vaste chantier. Des villes entières sortent de terre, les ouvriers travaillent 7 jours sur 7. Mais le Maroc est-il capable d'absorber un tel flux de touristes sans bétonner ses côtes, sans bousculer ses traditions et surtout, sans perdre son sens de l'hospitalité légendaire ? Impossible de visiter Marrakech sans faire un tour au souk. Un univers coloré à l'atmosphère étrange. « 40 000 artisans y vendent à peu près de tout. En s'y baladant, les touristes ont la sensation de sentir le pays, de comprendre comment vivent les Marocains. Cet après-midi, nos 3 Françaises quittent le riad pour une séance de shopping. Est-ce que j'avais vu la tunique en bas? Elles sont un peu bien, les tuniques. Super prix pour le beaux yeux. Quand il y a des beaux yeux et le beaux yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça te va bien. Super. Ouais, les yeux, tout, même le pouce. Du... Super. Ouais. Combien c'est ça? Celui-là, je l'ai laissé pour 45 €. Ah non, c'est pas possible. Ah non, moins de 200 Non, dirhams. plus, Non, plus, c'est- madame. non, Plus, non, plus, non. plus. 100.
Non, 100 dirhams. 120 comme à côté, 120, ça va. 120, non, non, ça 120. marche pas. Je vais regarder, je vais regarder. 250 avec Ah un non, beau non, non, sourire. 120. Ah non, pareil qu'à côté. 200. 120. 150. 120. 150. Non, non, 120. La dame, Pareil, il le même descend, prix. la dame, il Non, descend. 120, le même prix. Au final, elles obtiennent le prix souhaité, 120 dirhams. Ben oui, il a vu nos yeux. Ça fait combien en 120 Khouya, khouya. Ça fait 12 euros. 12 euros. Moi aussi. C'est parti. Au revoir. Ciao. Derrière cette image de carte postale, la réalité est bien différente. L'authentique n'est plus qu'une façade. Car la Médina n'appartient plus aux Marocains. Derrière les portes qui jalonnent les ruelles, la majorité des riads traditionnels a été acquise par des étrangers. Certains ont carrément acheté des quartiers entiers, des pâtés de maison transformés en palais personnels de plusieurs milliers de mètres carrés. Comme celui de cet homme d'affaires italien qui a souhaité garder l'anonymat. Vous avez racheté combien de maisons ici? Ah, beaucoup, beaucoup. Beaucoup 12, on m'a dit, c'est ça? Par là. Plus. Plus. On peut regarder ou vous voulez pas montrer? Non, vous voulez pas. Des milliers de mètres carrés vendus une bouchée de pain. C'est ce qui a attiré des acheteurs du monde entier. Du coup, le prix des maisons a flambé. Un riad acheté 100 000 € il y a 10 ans peut se revendre entièrement rénové jusqu'à 1 million d'euros aujourd'hui. Des sommes astronomiques qui ont fini par chasser les Marocains du cœur de Marrakech. Il est 19 h et Souad, l'intendante du riad 5 étoiles, quitte son travail. J'ai passé ma journée employée, maintenant je vais commencer ma journée de maman. Il n'y a pas une minute à perdre. Comme tous les soirs, Souad court retrouver ses 2 enfants restés seuls chez elle, loin de la Médina. Chaque jour, elle passe 1 heure dans le bus, son seul moment de tranquillité. Ça détend un peu. C'est le seul moment que vous ayez pour vous? Oui, c'est le seul moment que j'ai pour moi. À 34 ans, Souad n'est pas tout à fait une femme marocaine comme les autres. Elle est divorcée. C'est légal, mais très mal considéré dans ce pays aux mœurs traditionnelles. Elle vit loin de sa famille et élève seule ses 2 enfants. Elle habite à El Koudia, un quartier populaire situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Toute la journée, je suis dans le riad. Il y a le bassin chaud, il y a les jacuzzis. Tout est beau, le décor est magnifique. Et là, je rentre chez moi, c'est la réalité. Le quartier populaire, mais c'est une belle réalité. Il y a chez moi, il y a les enfants. C'est mon luxe à moi. La rue est jalonnée de petites épiceries, moins chères qu'en centre-ville. Ça, ouais. شحال اخويا زيد لي شويه الخبز شكرا اخويا بارك الله. Ici, pas d'éclairage dans les ruelles. Pas de lumière non plus dans l'entrée de l'immeuble où habite Souad. Mais le loyer y est modique. 75 € par mois sans l'eau courante. C'est le maximum qu'elle puisse s'offrir avec ses 200 € de salaire. Bonjour. Elle partage ce minuscule 2 pièces avec Diaé, 12 ans, et Haïtam, 11 ans. Ils dorment tous dans la même chambre, qui sert aussi de salle à manger et de salon. اسمح لي ولدي الغزال عزت لي ولدي صنعتي يديها جيتي للمدرسة شنو درتو؟ اجي ولدي عندي الغزال شنو درتي؟ شنو درتو؟ مشينا للمدرسة جبنا وصية لا ما تقعدش وفرشنا هذيك كيما قلتي لنا. Une télévision couleur et un frigidaire, les 2 seuls luxes qu'elle s'est permises. Pendant que ses garçons sont pris par le match, Souad continue à s'activer. Élever seul ses enfants n'est pas une mince affaire, surtout dans un pays musulman comme le Maroc. La femme divorcée, elle n'est mal vue par la personne. J'ai le plus petit nombre d'amis. Je fais pas la fête.
pour ne pas avoir d'agression. Je m'habille correctement pour ne pas avoir d'agression. Je parle doucement, je ne rigole pas si fort dans la rue. Je fais attention. Mais des fois, j'entends ce qu'ils disent, mais ça ne me fait rien. L'important pour moi, c'est faire vivre mes enfants. Tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, je m'en fous. Vos enfants, ils vous remontent le moral des fois, quand vous n'avez plus le moral? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les garçons? Bah, maman, on sera grand, t'achèteras une grande maison avec tout dedans, tu n'auras plus à travailler, on t'aime beaucoup, on sait ce que tu fais pour nous. غتشربوا كامل هذا نشوف اليدين شتي غسلي هذا الشيء هذا غسلي مزيان بالصابون دير هكا ها وكل ايه صورك تمارين. Tu veux pas faire des exercices? Il est 22h et comme chaque soir, Souad se concentre sur les devoirs de ses enfants. Autour les mots invariables. Elle n'a toujours pas mangé et demain, elle se lèvera comme chaque jour à 6h pour aller travailler au riad. Correct. Moi aussi. À Marrakech, les traditions semblent lourdes à porter. Et pourtant, elles réussissent à se faire oublier quand il s'agit de séduire les touristes. Il y a bien sûr les traditionnelles danseuses du ventre. Mais ce qui attire les fêtards du monde entier, ce sont ces immenses boîtes de nuit capables de rivaliser avec Ibiza ou Miami. Musique techno, alcool et femmes dévoilées. Ici, on oublie vite qu'on est dans un pays musulman. Vincent Benvenuti est agent immobilier. Installé depuis 10 ans à Marrakech, il a vécu de près la transformation de la ville et la flambée des prix. Si hier, il vendait surtout des riads et des maisons traditionnelles, aujourd'hui il oriente ses clients vers des appartements neufs ou des terrains nus, loin du centre-ville, car désormais, les meilleures affaires se font à la campagne. Comme ici, à 12 km de Marrakech. Vincent, l'agent immobilier, a vendu ce terrain à un retraité français. Il y a 2 ans, un ancien entrepreneur du bâtiment a acheté 1 hectare de terrain nu pour 100 000 € et il y a fait construire cette luxueuse demeure. Un vrai palace à 900 000 €. Mon ami Daniel. Elle est propre ta voiture. Est-ce que tu vas bien? T'as vu pour une fois? J'ai fait un effort pour venir te rencontrer. Ça va? Bien et toi? Ça va. Sa maison, Daniel est fier de nous la faire visiter. Ça fait combien de mètres carrés en tout? La maison? Oui. 960 mètres carrés habitables. On continue? Avec plaisir. Moi j'aime bien cet escalier. Quand même assez monumental, volumineux. Là, cet escalier, quand même, c'est vraiment une belle réussite. Marche. Ici, c'est le salon marocain. Tout ce que vous voyez ici, que ce soit les fauteuils, les tables de salon, j'ai tout fait faire. Hein. La salle de réconfort. Voilà. Hein, c'est un petit peu ça. Ici, c'est la salle de détente. En bon entrepreneur, Daniel n'a pas lésiné sur le marbre. Je pense que ça valait le coup de le faire. Il y a aussi un sauna Il a été construit sur mesure. et un hammam. Toujours prêt à servir, température 35-36 degrés. La salle de bain, elle aussi, a été construite sur mesure. On appelle ça une baignoire, ça pourrait presque être une piscine. Il faut prévoir assez longtemps à l'avance pour prendre un bain, hein, parce qu'il y a 2 mètres cubes d'eau à mettre. Parmi les 5 chambres que compte sa maison, Daniel a sa préférée. Ça, c'est la chambre vraiment marocaine. Qui est-ce qui a décidé de la décoration? Moi. Tout seul? Oui.
Les couleurs, les dessus de lit, tout ça, c'est moi qui ai tout choisi. Je suis un peu artiste, moi. C'est ça. Je suis un peu artiste. C'est la pièce apéro. C'est ton coin préféré, ça, alors? Voilà, c'est mon coin préféré. C'est quand même super. Après, il y a la piscine, ici, avec le bassin jet d'eau. Et vous envisagez de passer combien de temps par an ici? 183 jours. Ah, c'est précis. 183 jours par an, c'est le minimum de temps qu'il faut passer à l'étranger pour échapper au fisc français. Ah, cet escalier. Ah, Amoureux de cet escalier, ouais, génial. J'aime bien le monter, j'aime bien le descendre. En résidant au Maroc, Daniel paie 10 fois moins d'impôts qu'en France. Il économise ainsi près de 200 000 € par an. De quoi s'offrir du personnel de maison, car le Maroc propose une main-d'œuvre particulièrement bon marché. Une grande maison comme ça, il faut quand même... déjà, il faut 2 personnes au jardin. Un gars qui s'occupe des piscines, du nettoyage extérieur, 2 femmes de ménage qui font la cuisine. Ça fait 5 personnes. Vu les salaires marocains qui, en fait, ne sont pas chargés, moi, en France, j'aurais une femme de ménage à mi-temps avec les charges sociales, quoi. C'est à peu près ça? Oui, à peu près. Hein? À peu près. Mais pour construire des maisons de luxe comme celle-ci, il faut des terrains, toujours plus de terrains. C'est pourquoi le roi cède de nombreuses terres aux promoteurs étrangers. Pour attirer une clientèle haut de gamme, une quinzaine de complexes de luxe sont en cours de construction. Financés par les plus grands noms du tourisme international, ils abriteront des hôtels 5 étoiles, des spas et surtout des golfs grandioses. À ce jour, la ville en compte déjà 4. Mais une dizaine d'autres golfs sont prévus, ce qui ferait de Marrakech la ville la plus équipée d'Afrique. Une offre démesurée en plein désert. Des milliers de mètres cubes d'eau gaspillée pour entretenir les golfs. Juste pour le plaisir des joueurs qui aiment changer de parcours tous les jours. Autant de terre en moins pour les Marocains qui sont obligés de s'expatrier de plus en plus loin de Marrakech. Donc là, voici la fin de la ville, telle que c'était il y a encore 1 an. Donc vous voyez, on voit très bien la délimitation du périmètre urbain. À une centaine de mètres, juste en face de l'ancienne limite de Marrakech, des logements sociaux se construisent à toute allure. Ça veut dire qu'en fait, les gens sont repoussés de plus en plus loin. Comme chez Exactement, comme toutes les grandes villes, les centres-villes deviennent en bureaux, en grand standing, en commerce et beaucoup plus élevés. Et il faut aller sur les périphéries nord, comme souvent d'ailleurs dans les villes, c'est souvent le nord qui sont les quartiers les plus populaires. Une telle pénurie de logements que le gouvernement enchaîne les programmes sociaux sur des kilomètres jusqu'à la ville nouvelle de Tamansourt. Située à 20 km de Marrakech, cette cité tentaculaire va accueillir les nouveaux banlieusards. Des constructions à perte de vue sur 1200 hectares. À terme, Tamansourt devrait loger 300 000 personnes, une population équivalente à celle de la ville de Nantes. Pour l'instant, les moutons et les vaches ont encore un coin de verdure, mais plus pour longtemps. Ces grands ensembles rappellent les cités-ghettos créées dans les années 60 en France. Même façade lisse, même fenêtres minuscules, mêmes allées sans fin. Et malgré le soleil et la peinture rose, l'impression de circuler dans une ville dortoir domine. Il y a déjà plus de 120 000 logements qui ont pris preneur, qui ont été acquis. Et donc vraiment là actuellement on est en phase de livraison où tout va se livrer. C'est pour ça que vous voyez un peu une ville fantôme, où il n'y a pas de commerce encore, où il y a très peu d'habitations, très peu de gens. Donc tout se met en place. C'est un peu surprenant parce qu'on a vraiment l'impression d'une ville qui sort de rien, qui sort du néant.
Fatima vient d'acheter un appartement de 46 mètres carrés à Tamansourt, dans l'une de ses nouvelles tours, pour 20 000 €. Elle habite ici avec son mari et ses 2 grands-enfants. Voici notre chambre. Et ici, celle des enfants. Comparé au Riyad où elle vivait dans la Médina, son appartement paraît minuscule. Mais pour Fatima, il marque un changement culturel profond dans sa vie. Il y a encore peu de temps, comme beaucoup de Marocains, elle vivait en famille. Ils étaient 15 à partager la même maison, toutes générations confondues. Il n'y a pas mieux qu'ici. Avant, nous étions mélangés avec mes frères, mes sœurs et leurs propres enfants. Maintenant, je suis indépendante avec ma famille. Quand on est seul avec ses enfants, on vit en paix. Pour elle, la liberté et le confort moderne n'ont pas de prix. Fatima et son mari se sont endettés sur 20 ans pour vivre à Tamansourt. À 500 km plus au nord, la ville de Fès. Cette ancienne cité impériale refuse de subir le sort de Marrakech. Elle n'est pas prête à sacrifier son authenticité pour le tourisme de masse. À Fès, le temps semble s'être arrêté. Les mœurs traditionnelles y sont encore particulièrement vivaces et l'architecture moyenâgeuse domine. Mais surtout, la capitale culturelle du Maroc abrite la plus grande médina du monde, classée au patrimoine de l'UNESCO. Des centaines de ruelles forment un labyrinthe où il fait bon se perdre. Un bazar sympathique avec pour seul repère les 350 mosquées de la Médina. Fès l'authentique séduit de plus en plus les touristes. Ils sont près de 3 millions à visiter chaque année les célèbres tanneries. Dans les fosses multicolores au cachet médiéval, les hommes transforment les peaux en cuir. Ces techniques ancestrales se transmettent de génération en génération. Un spectacle envoûtant. Un patrimoine exceptionnel que les habitants de la Médina de Fès ont décidé de sauvegarder. Contrairement à Marrakech, leurs maisons ancestrales ne sont pas à vendre. C'est grâce au combat de cette jeune femme. Avec l'aide de la région, elle a réussi à regrouper 30 familles autour d'un projet. Transformer leur riad en maison d'hôtes plutôt que de les vendre à un étranger. Originaire de Fès, Leila Skali, 32 ans, est architecte. Mais depuis 2 ans, elle forme les familles marocaines à l'accueil des touristes étrangers. Elle leur a appris les règles de vie à l'occidentale. Alimentation, confort, hygiène. 50 par 70, c'est bon. Ok, on a tout là. Ouais. Ce matin, c'est l'aboutissement de leur formation. Elle va leur distribuer à tous le même linge de maison. Ce sont les serviettes qu'on a préparées avec le logo Ziyarat Fès. Donc voilà. Alors, on va le kulchi. دابا هذا هو اللوغو ديالنا بها غنتعرفوا بان احنا زيارات فاس. En arabe, ziyarat signifie visite. Plus 16. Chaque maison aura un jeu complet de linge, des serviettes de bain, des serviettes de toilette et des draps. Un équipement indispensable pour les touristes car traditionnellement, dans les riads, on se contente d'une couverture pour dormir. 5092. 5100 dirhams, d'accord. 5092 dirhams, soit 460 €. Chaque famille doit payer son lot. Ils n'ont pas avancé l'argent. L'argent, nous l'avançons pour eux et ils nous remboursent dans un an. Tout ça évidemment sans intérêt. Mais ce ne sont pas les seuls avantages dont bénéficient ces familles modestes. Leila a convaincu les autorités locales de les aider financièrement, en payant les rénovations des salles de bain, par exemple.
Avec son équipe, elle compte développer ainsi à Fès un tourisme plus responsable. Il faut qu'à un moment donné, aussi ce flux touristique puisse bénéficier également aux Marocains et aux Marocains qui résident, de manière à ce que la ville continue à leur appartenir. 90% des personnes de ces familles vendaient leur maison. Au lieu de la vendre, ils la gardent et ils y restent. Grâce à l'association, Naïma a pu sauver son riad. Accompagnée de son mari et de sa fille, aujourd'hui, elle accueille un couple de Corréziens. C'est Madame Vérité. Voilà. Enchantée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour ces 4 jours de farniente à Fès, ils ont choisi de vivre chez l'habitant. Bonne indication. Ah oui, c'est très belle. C'est pas très loin. À 25 € la nuit, c'est une façon économe de vivre à la marocaine. Elles sont hautes les marches, hein. C'est des marches pour des géants. C'est des géants chez vous. À la différence de Marrakech, ici, les riads sont rénovés dans la plus pure tradition marocaine. Pas d'équipement high-tech et encore moins de meubles design. C'est très joli, c'est très très joli. Et puis c'est beaucoup plus convivial qu'un hôtel, quoi. Regardez Marrakech maintenant. Toutes les riads, toutes les maisons, elles sont vendues, ça y est, aux étrangers. Alors nous, à Fès, on ne veut pas commettre la même erreur, alors on a fait ça pour garder les maisons. C'est dommage, je voulais vous l'acheter. Ça y est, ça y est. Tout le monde y trouve son compte. La famille conserve sa maison et les touristes voyagent utiles. On appelle cela le tourisme solidaire. Je vous en prie. Ici, il y a une culture différente, des gens différents, encore des coutumes différentes qui peuvent nous apprendre des choses. Et c'est ces choses-là qu'il faut qu'on ramène à la maison, quoi. On aime encore. Ah bah tiens, oui. C'est Sylviane. Madame Sylviane. Non, pas Madame Sylviane, Sylviane. Non. Sylviane. Madame Sylviane, ça... Merci. Ça fait tenancière. Ah oui, oui, non, pas Madame Sylviane. Sylviane. De plus en plus de vacanciers fuient les villes et partent à la recherche de grands espaces. Il y a bien sûr les classiques balades à dos de chameau au cœur du désert. Mais certains touristes veulent voyager autrement, faire en sorte que leur passage profite à la région et non pas aux grands voyagistes. À 6 heures de route de Marrakech, l'Anergui est une vallée profonde et reculée au cœur de l'Atlas. La famille Julien est venue de Toulon, dans le sud de la France, pour y passer une semaine de vacances. Laurence et Jean-Luc ont emmené leur fille dans l'aventure, Margot, 12 ans, et Émilie, 4 ans. Leur guide, la Seine, est un gars du pays. Salam alaikum. Son objectif, développer le tourisme dans la vallée, l'une des plus pauvres de la région. Pour la vallée, c'est le seul issue de développement et d'amélioration des niveaux de vie des gens. Et c'est parti pour 5 heures de marche sous un soleil de plomb. Heureusement, les mules portent les bagages et même la petite dernière. Ça grimpe sec, mais les paysages sont grandioses. Au détour des chemins se nichent des villages citadelles. C'est ici que vivent les tribus berbères, d'anciens nomades. Et ces paysages de neige, de verdure, de fleurs, les petits villages en pisé, ça c'est très beau. La semaine de dépaysement leur revient à 1 760 € tout compris. Une somme qui suffit à faire vivre 5 ou 6 familles de la vallée. On va pas l'emmener à la maison. Si. Ouais, il faut l'emmener à la maison. Le bonheur des enfants.
Non mais ils sont bien là, c'est vraiment agréable. C'est le paradis là. Un peu, ouais. Aujourd'hui, la famille Julien va vivre un moment privilégié, une cérémonie un peu particulière. Dans la vallée, l'eau est un bien précieux. Une source alimente généralement plusieurs villages. Alors, pour éviter les litiges entre paysans berbères, il faut élire un responsable, chargé de répartir l'eau de la façon la plus équitable possible. Aujourd'hui, c'est le jour où la tribu se retrouve ici, au niveau de la source, parce que c'est à partir de cette source qu'ils irriguent tous les champs et toutes les petites parcelles de la vallée. Donc ils se retrouvent ici pour choisir le monsieur, comme ils appellent ici l'homme de l'eau. Et aujourd'hui, l'élection se promet d'être rouleuse. Après 2 ans de bons et loyaux services, le chef de l'eau refuse un nouveau mandat. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas continuer, je n'en peux plus de cette gestion de l'eau. Fais un effort, fais-nous confiance, on va t'aider. On va te donner un coup de main. Non, je ne veux plus. J'ai essayé d'être juste. J'ai essayé d'être correct avec tout le monde. J'ai été impartial et ça ne m'a causé que du tort. Je suis devenu l'ennemi des gens. Pourquoi? Pour rien. Un folklore qui amuse les touristes. Il semble qu'il ait été réélu, mais je ne sais pas s'il est content. Je ne comprends pas. Pendant ce temps-là, Laurence a rejoint les femmes et les enfants de la tribu, restés à l'écart, comme le veut la tradition berbère. Elle tente de communiquer à sa manière. Toi, t'as quel âge? 10 ans? 10? 11? Comme ça? Émilie. Elle a 4 ans. 4 ans. 4. Là, on voit qu'on est dans une cérémonie où ils transmettent des choses et on peut se poser, nous, des questions. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Est-ce qu'un enfant à 10-12 ans peut imaginer qu'on peut vivre encore sans électricité, sans Internet? Enfin, donc là, je crois que c'est important peut-être d'apprécier ce qu'on a aussi, d'avoir une juste valeur des choses. Et on s'assoit là vers elle. Voilà. Ah, dis bonjour, c'est pour dire bonjour. Après 2 heures d'âpres discussions, le chef de l'eau a fini par céder à la pression de la foule. Il reçoit le brin d'herbe symbolique qui en fait le nouveau responsable de l'eau de la vallée pour 1 an. La famille Julien a encore 4 jours de vacances pour découvrir d'autres merveilles dans la vallée et vivre au rythme du peuple berbère. Loin du béton. Un tourisme rural qui reste marginal. Pour attirer un plus grand nombre de visiteurs, le Maroc compte sur la richesse de son littoral. Des milliers de kilomètres de plages désertes que le roi a décidé d'exploiter. Mohamed VI affiche un objectif ambitieux, attirer 10 millions de touristes d'ici 2010. Il a donc lancé un plan d'envergure, faire sortir de terre 6 stations balnéaires. La première à voir le jour, Saïdia se situe au nord-est du Maroc, dans une région longtemps délaissée, proche de la frontière algérienne. Des terres que l'État marocain a cédées à un promoteur espagnol pour une bouchée de pain. Voilà à quoi ressemble leur projet. Le film promotionnel est édifiant. Des bars de plage tous les 300 mètres, des résidences, des villas et des appartements au bord de piscines géantes. Un centre commercial de luxe, une clinique privée, 3 golfs et surtout une marina. En tout, une véritable ville prête à accueillir 30 000 touristes. Officiellement, ce projet titanesque doit être prêt pour cet été. Des maisons qui émergent du sable, des squelettes d'immeubles. Saïdia est encore en travaux à quelques semaines de l'inauguration. Elle a des allures de ville fantôme.
Il y a 2 ans, nous avions rencontré les responsables du projet. À cette époque-là, l'optimisme était de rigueur pour l'architecte marocain et le directeur du site, Juan Cano. Saïdia devait rapporter gros. Pour ce qui concerne Fadesa, l'investissement que nous on est en train de réaliser pour les Verdets, les golfs, la marina, tout ça, c'est 600 millions d'euros. Vous investissez 600 millions d'euros. Oui. Et vous espérez gagner combien? Non, normalement, avec un 20-25%, on est déjà content. Mais 2 ans plus tard, les choses ont bien changé. À la suite de la crise immobilière, le promoteur espagnol a fait faillite. Le chantier de Saïdia appartient désormais à un groupe marocain. Exit donc Juan Cano. Place à Hassan Zerma, le nouveau directeur du groupe en poste depuis 6 mois. L'homme a changé, mais pas le discours. Le groupe Fadesa Maroc se porte bien. Nos projets ne sont pas à l'arrêt. Nous continuons d'investir sur ce site comme sur d'autres, à Marrakech, Tétouan, etc. Et voilà, en fait, on voit l'avenir de façon optimiste. Nous serons, Inch'Allah, prêts à ouvrir la station donc début juin. Inch'Allah. Si Dieu le veut, le site sera prêt pour l'ouverture officielle dans 1 mois. Mais autant le dire, il reste du pain sur la planche. À ce jour, 2 quartiers sur 10 sont terminés. La majorité des villas, des immeubles et des jardins restent en chantier. En réalité, seul un golf sur 3 est fin prêt. Et sur les 9 hôtels prévus en bordure de plage, 2 seulement s'apprêtent à ouvrir. Le plus majestueux, le Barcelo, fait la fierté de Saïdia. Un 5 étoiles à l'architecture d'inspiration andalouse. Avec ses 1200 chambres, c'est le plus grand hôtel d'Afrique. Pour que le palace soit prêt à temps, tout le monde est sur le pont. Des dizaines d'ouvriers s'activent pour poncer le bois, aménager les jardins, astiquer chaque mètre carré de la piscine. À l'heure qu'il est, difficile d'imaginer à quoi ressemblera cette suite. Son mobilier est encore sous plastique. Et pour le privilège d'avoir la vue sur la mer, il faudra débourser 800 € pour 1 semaine. Mais selon nos informations, cet été, l'hôtel est loin d'être complet. La marina aussi aurait dû être terminée, mais il y a eu un petit problème. Faute d'études préalables, la digue a bien été construite, mais à l'envers. Résultat, le port de Plaisance est ensablé. Les bateaux ne peuvent plus naviguer. Alors depuis 1 an, c'est le branle-bas de combat sur le port. Le chantier tourne jour et nuit. Il faut reconstruire une nouvelle digue en un temps record. Car la marina, c'est le produit d'appel de Saïdia. La ville est loin d'être achevée. Mais la promesse d'une place pour leur bateau et du soleil toute l'année ont convaincu un couple de retraités français d'acheter un duplex dans cet immeuble. Donc ça, c'est l'entrée. C'est assez vaste et simple. Donc là, c'est le coin repas. Et ça, c'est le coin salon qui donne sur la terrasse pour manger. Mais enfin, on y mange déjà. L'appartement compte 3 terrasses comme celle-ci. Donc là, vous êtes face à la mer. Face à la mer, certes, mais encore faut-il avoir une bonne vue. Vous dites que vous avez la vue sur la mer, mais elle est très loin quand même. Ouais, non, j'ai pas le nez sur la mer. Mais il n'y avait pas d'appartement à habiter en front de mer. Et en prime, un petit immeuble de 2 étages va être construit juste en face de chez elle. Des désagréments compensés par le prix. Ce 220 mètres carrés en duplex leur a coûté 180 000 €. C'est 3 fois moins cher qu'en France. Alors ça, c'est la vue sur le milieu du complexe et sur la piscine. Sans eau pour l'instant. Leur résidence se trouve dans l'un des quartiers les plus achevés de Saïdia. Tous les lots ont trouvé preneur, mais en ce mois d'avril, les volets restent désespérément clos. Vous n'avez pas beaucoup de voisins, là? Ah, c'est très calme. C'est très calme, mais comme on est des gens relativement solitaires, pour nous, ça ne nous gêne pas beaucoup. Le seul petit
on peut dire que c'est un problème, c'est d'aller chercher le courrier à la boîte postale, parce qu'il n'y a pas encore de tournée de... On est tellement peu qu'il n'y a pas encore de facteur qui vient. Hormis ça, moi, il n'y a rien. Ça me va très bien. Paul fait partie des rares chanceux dont le logement a été livré dans les temps. Car Saïdia, comme le reste du monde, subit la crise financière. Un promoteur anglais avait pour mission de construire une partie de la ville. Mais il n'a plus les moyens de terminer les travaux. Sur 11 chantiers, seuls 2 sont en cours d'achèvement. Toutes ces maisons de rêve, vantées par les catalogues, restent un rêve. Mais officiellement, pas d'inquiétude. La station va bien ouvrir dans un mois. Pour nous le prouver, le directeur commercial, Zouir Yousfi, tient à nous emmener visiter l'un des fleurons de la station, le centre commercial baptisé la Médina. Dans moins d'un mois, elle doit être inaugurée par le roi Mohamed VI en personne. Salam alaikum. Il y aura combien de boutiques? Il y aura une centaine de boutiques. Des prêt-à-porter, des restaurants, des boutiques d'artisanat et un peu de tout. Est-ce que vous pouvez me citer quelques marques qui vont être là? Vous voyez là, par exemple, ici, on a Marionneau, on aura Zara aussi. Je sais pas, peut-être Lacoste aussi, on aura ici Lacoste. Peut-être on aura aussi... Donc il y aura beaucoup de boutiques de haut standing. Le directeur a l'air un peu gêné, car la réalité s'avère différente. Si les marques Provo et Lacoste maintiennent l'ouverture d'une boutique pour cet été, Zara et Marionneau, elles, se sont retirées du projet. Selon nos informations, il n'y aurait plus que 20 magasins sur les 100 prévus à l'origine. Et vous pensez que ce sera prêt en juin? Normalement, oui, ça sera prêt en juin. Sinon, on aura des problèmes. Mais les problèmes existent déjà. À l'autre bout de la Médina, la porte qui donne sur la plage est fissurée de partout. Un détail que Zouir Yousfi aurait préféré qu'on ne remarque pas. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que toutes ces fissures-là? Pourquoi il y a plein de fissures partout alors? Ça vient d'être créé, c'est bizarre. Ça vient d'être créé, mais comme c'est un grand immeuble, donc... désolé, mais je peux vous l'expliquer, mais à ma façon. Allez-y. Expliquez à votre façon, il n'y a pas de problème. Comme ils disent tout le monde ici, parce qu'un grand meuble comme celui-là, par exemple, donc pour prendre place sur la terre, une fois qu'il est construit, pour prendre place sur terre, donc il y aura des fissures, normal. Donc là, on est en train de le traiter, et cette partie-là fait partie de la deuxième tranche, qui va ouvrir en été 2010. Des immeubles qui s'enfoncent dans le sable, mais ce n'est pas tout. En front de mer, certains hôtels semblent déjà vétustes. Avant même d'avoir reçu leurs premiers clients, ils perdent leurs tuiles et une partie de leur crépi. Plus insolite encore, des quartiers entiers sont sous l'eau. Car cet hiver, il a plu au Maroc, comme il n'a pas plu depuis 50 ans. Les canalisations de Saïdia n'étaient pas conçues pour cette météo exceptionnelle. Elles débordent donc sur des kilomètres à la ronde. Le paysage sec et aride s'est transformé en rizière et les habitations alentours ont été inondées durant 3 mois. Les autorités locales ont creusé en catastrophe cette tranchée pour évacuer l'eau vers la mer. Pour Mohamed Benata, militant écologiste de la région, ce n'est qu'une aberration de plus dans ce projet de station balnéaire. C'est pas normal ça. Quelqu'un qui doit gérer des projets, gérer le développement, il doit réfléchir, il doit consulter les scientifiques, consulter les techniciens. Il y a des bureaux d'études sérieux pour faire ça. Malheureusement, je pense que c'est les décisions hâtives qui ont causé tout ce grabouillage-là qui s'est passé sur la côte de Saïdia, malheureusement. Mais le pire pour Mohamed, c'est que la station de Saïdia a dénaturé la plage. La plage qui a bercé toute son enfance. C'était comme ça dans le temps. Sur 14 km, il y avait une très belle plage. On appelait ça la Perle Bleue. Malheureusement, tout a été sacrifié pour le tourisme de masse. Pour construire ce projet touristique d'envergure, les promoteurs ont rasé les dunes et leur végétation. Et en particulier cette plante qui avait pourtant une fonction très précise.
Cette plante, elle est merveilleuse. C'est l'Ammophila arenaria. C'est elle qui tient la première ligne sur la côte. Et vous pouvez le constater, même malgré le vent qu'il y a aujourd'hui, le sable est en équilibre. Il ne bouge pratiquement pas parce qu'il est retenu par cette merveilleuse plante. Effectivement, la différence entre l'ancienne plage de Saïdia et la nouvelle est saisissante. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon, ça. Jérémy, si tu peux prendre ça, il y a le sens du vent et il y a le sable là qui migre. Hein, il n'est plus retenu par la plantation naturelle qui était là. Et c'est du sable qui est perdu pour la plage. Et on va retrouver ce sable-là sur la corniche et après, il va partir plus loin encore. Voilà, il part très loin, le sable. Et les habitants, maintenant, ils souffrent du sable. Ça fait plus de 3 années qu'ils ont des tempêtes de sable. Chaque fois, ils doivent nettoyer leur logement. Mais les écologistes ont beau multiplier les plaintes auprès des constructeurs, leur portée reste faible auprès des dirigeants de Saïdia. Les écologistes, ils disent que c'est une catastrophe parce qu'avant, il y avait des plantes qui permettaient au sable de rester sur la plage. Et qu'en l'enlevant, ça fait du sable partout dans la ville. Est-ce que vous répondez à ça? On est obligé d'aménager la mer pour accueillir les touristes et les résidents des villas et des appartements qu'on a vendus. On est obligé. Qu'est-ce que vous faites pour les habitants qui disent que dans le bourg de Saïdia, maintenant, il y a du sable qui rentre dans la ville? Avant, il n'y en avait pas. Pas de réponse à la question écologique. Zouhir Yousfi préfère rappeler les bienfaits du projet pour la région. Une fois qu'il va terminer ce site, il va créer 48 000 postes de travail. Bon, c'est 8 000 postes directs et 40 000 postes indirects. Et c'est un plus pour Saïdia et pour la région. Le directeur commercial masque du mieux qu'il peut son malaise, mais il n'est pas au bout de ses peines. Car à Saïdia, les défauts les plus graves sont bien cachés. Alors que la ville s'apprête à accueillir 30 000 personnes, nous avons voulu savoir comment seront traitées les eaux usées. Il y a une station d'épuration ici? Oui, normalement, on a une station d'épuration qui était faite par l'Office national de l'eau potable. Et elle est où, cette station? Madame, moi, j'ai pas le droit de vous... Non, mais je veux juste voir où elle est. C'est important de savoir comment fonctionnent les égouts, l'écoulement des eaux usées et tout ça. Moi, si j'achète une maison, je vais vous poser la question. Bien sûr. Moi aussi. Et donc, vous répondez quoi aux gens qui vous posent la question? Vous dites pas, je sais pas. Non. Sinon, vous vendez pas. Bien sûr. Donc, vous répondez quoi? Oh, tu es très méchante. Désolée. Je suis très méchante. Je pose des questions. Normalement, c'est prévu dans cette partie-là. Ah, elle n'est pas encore faite? Non, ils sont en train de faire. Entre là et de l'autre côté. D'après Zouhir Yousfi, la station d'épuration se construit ici. Bizarrement, à peine arrivé, il passe un coup de fil à son patron. Vous allez voir doucement? Oui. صدقوني هاد الناس دابا لاصقيني على ستاسيون ديبيراسيون. ما كايناش دابا جبت لهم واحد البلاصه هنا قلت لهم يمكن تكون هنايا ولا ما بغيتش تنبان راني هربت لهم. طيبوني انا هاد النهار. داكور واخا ساي. داكور. يلا ميرسي. ميرسي. مع السلامه. Alors, qu'est-ce qu'il dit votre patron? Donc je peux... que normalement je peux pas faire de déclaration officielle sur ça. Certes, des tuyaux de canalisation sont bien entreposés ici. Mais nous allons découvrir que ce n'est pas l'emplacement de la future station d'épuration. Où se cache-t-elle alors? Les écologistes de la région aimeraient bien le savoir. Un paysan dont l'exploitation se trouve sur les hauteurs de Saïdia a alerté Mohamed, l'écologiste. Il y a 2 mois, alors qu'il venait cultiver son champ, Abdou Berkian a fait une drôle de découverte. Le côte, 7 mètres. Il y a l'entreprise qui est venue sans demander consultation et commence à creuser pour amener une conduite de refoulement des eaux usées sans aucune consultation, ni autorisation, ni compromis avec les propriétaires. Si une tranchée a été creusée à travers le champ de blé de ce paysan, ce n'est pas un hasard. Car à 100 mètres de là, de grands travaux sont en cours. C'est ici, à 10 km de la ville touristique, à l'abri des regards, que se trouvera la future station d'épuration. En réalité, les eaux usées de Saïdia seront simplement retenues dans ce grand trou. Un filtrage et un recyclage sommaires
dont les nuisances sur l'environnement inquiètent les riverains. des problèmes des maladies, sensibilité, la respiration, l'allergie. En attendant que cette station soit opérationnelle, une solution provisoire a été trouvée pour traiter les déchets des 3000 premiers touristes de Saïdia. C'est dans ce container que les eaux usées sont stockées avant d'être rejetées dans la mer. Un environnement dénaturé, une station balnéaire qui accumule les retards et les malfaçons. Saïdia devait être le fer de lance de cette région délaissée. Mais aujourd'hui, les habitants sont pour le moins circonspects. Nous, on n'est pas contre le tourisme, on est pour le tourisme. Mais pour le tourisme qui nous fait gagner de l'argent, mais sans perdre nos biens, hein, et les générations à venir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si demain, ma fille va me demander pourquoi vous avez fait ça, hein, qu'on va répondre. L'inquiétude des familles grandit chaque jour un peu plus. Elles craignent que le tourisme de masse ne détruise à terme toute la plage. C'est une question d'argent, c'est une question d'économie, c'est le business. Hein. Si le site touristique, ça marche, hein, ils vont mettre d'autres. Hein. On espère que ça ne marche pas. Hein. Ah ben oui. Il est trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre. L'objectif fixé par le roi d'attirer toujours plus de touristes est repoussé de plusieurs années. Sur les 6 stations balnéaires prévues, 2 ne verront sans doute jamais le jour et 4 autres accusent un retard alarmant. En ce début juin, les familles marocaines profitent des beaux jours et des derniers moments de tranquillité sur leur plage. Quand Saïdia tournera à plein régime, il leur sera difficile de trouver une place au soleil. Les riches, ils prennent les bonnes parties de la plage. Hein. Si on continue comme ça, hein, on va entrer à la plage avec des tickets. Hein.